Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Bertrand Scholler, analyste géopolitique français et conseiller en stratégie. Avec lui, en sa qualité d'observateur averti des questions géopolitiques et stratégiques internationales, nous allons analyser les enjeux et les implications de l'accord de défense mutuelle stratégique conclu entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, notamment la question la plus controversée de savoir si l'accord inclut une dimension nucléaire. Alors que des médias occidentaux et certains médias régionaux ont ravivé justement des rumeurs persistantes selon lesquelles le Pakistan pourrait offrir à l'Arabie saoudite un parapluie nucléaire, voire lui transférer de la technologie ou des armes nucléaires en cas de crise. Ce changement donc spectaculaire de Riyad, se détournant de son allié habituel et classique que sont les États-Unis, pourraient-ils inspirer les pays africains, notamment du Nord, ayant des besoins sécuritaires à pousser et à approfondir leur coopération avec la Russie? Bertrand Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, et c'est toujours un plaisir de parler avec vous et pour vos auditeurs. J'espère qu'ils vont être passionnés par le sujet. Alors, Bertrand Scholler, l'accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite est remarquable non seulement par son contenu, mais aussi parce qu'il laisse dans l'ombre. Donc, cette opacité délibérée permet aux deux États d'envoyer un signal dissuasif, fort, sans se limiter à des engagements rigides. Et puis, dans une région où les menaces sécuritaires sont diffuses et où les alliances sont souvent mises à l'épreuve par des loyautés changeantes, cette flexibilité aussi pourrait bien être son principal atout. Alors, en fin de compte, l'accord en question reflète-t-il un monde dans lequel les puissances régionales se préparent à assumer davantage de responsabilités pour leur propre sécurité, parfois par la clarté et parfois tout aussi puissamment par l'ambiguïté? Et puis, cet accord sont-ils la fin de la domination occidentale, notamment US, au Moyen-Orient? Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours des derniers mois qui expliquent un peu cette accélération. Et peut-être si on regarde juste derrière nous, parmi l'épisode vraiment marquant, c'est Israël qui bombarde le Qatar, qui est l'endroit où les Américains ont leur plus grande base militaire, À au l'étranger. Proche et Moyen-Orient. Oui, oui, dans cette région du monde, puisqu'ils ont une Incirlik en Turquie, qui est aussi une très grande base militaire. Ils ont 300 bases militaires à l'étranger, les Américains. Donc pour un pays qui se sent attaqué, ils sont bien présents partout. Mais donc il y a ce bombardement à Doha et cette déclaration de Netanyahou le lendemain qui dit qu'en fait, quelque part, les Israéliens font le job d'aller chercher ceux qui sont censés être les forces du mal partout où elles se cachent, peu importe le pays. Donc on tuera avec nos avions, on tuera avec nos bombes, avec nos services secrets, partout. Mais de toute façon, on n'avait aucun doute, puisqu'ils le font depuis longtemps en Irak. Ils l'ont fait à une certaine époque un peu partout en Afrique. Évidemment, ils l'ont fait très massivement au Liban, en Syrie et en Iran. Et donc, quand tu es Sans l'Arabie oublier saoudite, Gaza, bien sûr, ces 2 dernières années. ah Gaza. bah, Gaza c'est au centre de tout. Mais à Gaza, c'est pas des assassinats ciblés et ponctuels, c'est un génocide. Mhm. Donc c'est pour ça que je le mettais pas dans la catégorie des assassinats, puisque à Gaza, en fait, ce que fait le régime israélien, c'est d'une certaine manière, il tue l'humanité. D'accord. C'est-à-dire qu'il nous montre à quel point on est insensible à un génocide. C'est-à-dire que ça devrait être au cœur de toutes nos discussions, de toutes nos réflexions. Et en fait, eh bien, parfois, c'est un sujet qui est occulté. Pas chez vous, mais dans beaucoup de médias. Et donc, quand tu es l'Arabie saoudite, euh, qui a déjà eu de grosses pressions, puisque on se rappelle que l'Arabie saoudite voulait rejoindre les BRICS. Et lors de la réunion à Kazan,
juste avant cette officialisation finalement de l'arrivée à la fois de l'Iran, de l'Arabie saoudite et d'autres pays au sein des BRICS, qui avaient été annoncés en Afrique du Sud et qui allaient être officialisés là, finalement, Ben Salman n'est pas allé euh, à Kazan parce qu'il a reçu la visite de Blinken juste avant et l'Arabie saoudite n'y est pas allée. Et je pense que pour Ben Salman, ça a été un signal fort qui disait, mais en réalité, ils me traitent vraiment comme leur toutou. Il n'était pas prêt à ce moment-là à, euh, à défier les Américains aussi fortement. Il les avait défiés en recevant incroyablement bien Poutine à Riyad. On se rappelle tous ces images qui étaient vraiment magnifiques hein, de l'arrivée de Poutine à Riyad, les avions, tout ça. Mais il n'était pas prêt à pousser ce que Trump considérait comme une attaque contre le dollar. Bertrand Scholler, est-ce que ce qui a déclenché ça, bon, vous avez rappelé, vous avez fait le topo justement de toutes ces agressions-là, et est-ce que ce qui a déclenché ça, est-ce que c'est le fait que les militaires et l'armement américain qui se trouve à Doha n'a rien fait pour arrêter l'agression israélienne? Alors, On je peut, pense on peut que c'est... imaginer Ouais. que les Américains, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont laissé faire. Oui, oui, bien sûr. Si ça avait été un ou deux avions, mais là, c'est plus de 10 avions, des ravitaillements en vol et un trajet qui passe très vraisemblablement à un moment ou un autre par l'Arabie saoudite ou également à portée des radars en Arabie saoudite. Comme on a vu, hein, la défense aérienne d'Arabie saoudite sert souvent les intérêts d'Israël. Mais un tel accord, il ne peut pas se signer si vite. C'est un accord qui a été préparé depuis longtemps, en fait. L'accélération et l'annonce de l'accord se passe rapidement dans la suite des bombardements de Doha, mais c'est un long processus. On rappelle que quelques semaines avant, des militaires importants du Pakistan avaient dit que le Pakistan avait la même réflexion avec l'Iran. Mhm. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que le pays qui a été le plus bombardé, et là pour le coup, on sait la trajectoire des avions israéliens. Ils ont survolé la Syrie et ils ont survolé l'Arménie et ils sont arrivés d'Azerbaïdjan pour descendre vers Téhéran. Donc on voit bien le jeu d'alliance, il est plus avec Arménie, Azerbaïdjan, donc indirectement avec la Turquie, même si évidemment la Turquie va dire qu'elle n'était pas du tout au courant, et pas du tout avec l'Arabie saoudite, puisque l'Arabie saoudite comprend bien que si le voisin iranien tombe, parce que la politique de l'Arabie saoudite a considérablement changé au cours des dernières années vis-à-vis d'Iran. Ils ont rouvert des ambassades. L'ambassadeur d'Arabie saoudite a fait une partie du pèlerinage des Iraniens à Riyad. Et donc, on voit que, pas Riyad, enfin, le pèlerinage à la Mecque. Mhm. Et donc, on voit que en réalité, les pays arabes comprennent qu'il y a quelque chose qui dépasse leur conflit entre eux dans cette guerre, entre guillemets, que D'accord, mènent c'est clair. Israël et les États-Unis dans toute cette région. D'accord. Alors, malgré son importance symbolique et stratégique, cet accord laisse plusieurs points clés obscurs. Donc, le premier point, c'est la définition de l'agression essentielle. Donc, on ignore si le pacte s'applique uniquement aux attaques conventionnelles entre les États, ou il pourrait s'étendre aux cyberopérations, aux frappes de drones, aux actions d'acteurs non étatiques, c'est-à-dire le terrorisme, par exemple. Et de même, l'étendue de la coordination opérationnelle est inconnue et on ignore si l'accord inclut une planification conjointe des protocoles de déploiement de force, un partage de renseignements ou des règles d'engagement définies. C'est-à-dire, tout ça reste flou. Alors, à votre avis, l'application du pacte au conflit
impliquant des tiers comme au Yémen ou aux escalades potentielles en Asie du Sud, c'est-à-dire avec Israël, où les intérêts des partis pourraient ne pas être pleinement alignés, restent incertaines. Alors, euh, Entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite, ou peut-être même avec d'autres pays de la région. Alors, ma question, ainsi, le signal stratégique envoyé par l'accord à des puissances comme Israël et les États-Unis est-il sujet à interprétation, donc, selon le contexte géopolitique, ou s'agit-il d'un réalignement plus large ou d'une protection tactique? Parce alors que c'est... déjà, peut-être, il faudrait revenir sur les spécificités du Pakistan. Donc, on Mhm, a vu, il y a eu quelques semaines, 12 jours de guerre entre l'Inde et le Pakistan pour l'eau. Et on sait qu'il y a une vraie proximité entre l'Inde et Israël. Ça avait failli d'ailleurs nuire considérablement aux BRICS au moment du début du génocide de Gaza. Dans cette guerre, on a noté que l'essentiel des équipements militaires du Pakistan sont des équipements chinois. mhm, Étonnamment d'ailleurs, l'essentiel historiquement des équipements de l'Inde sont des équipements russes. Mais depuis un certain temps, il y a beaucoup d'armes qui viennent de France, beaucoup d'armes qui viennent d'Israël, puisqu'ils ont des rafales, donc des rafales français, les Indiens. Et également, ils avaient la volonté d'utiliser des S-400. Les Américains avaient fait de très fortes pressions. Et mhm. finalement, les Indiens n'ont pas cédé. Mais ce qui est sûr, c'est que le Pakistan, et on l'avait vu avec Imran Khan, est un pays dans lequel les Américains sont très influents, puisqu'ils sont capables d'obtenir la mise en prison, comme dans d'autres endroits, de personnes qui pourraient encore plus gêner leur politique et leur hégémonie dans cette région. Mhm. Donc aujourd'hui, au Pakistan, on a quand même un régime qui est très à l'écoute des Américains. Il l'a été pendant la guerre en Afghanistan, il l'a été tout le temps. Donc c'est des pays comme la Turquie qui sont compliqués à lire. On a ce type d'accord qui peut parfois aussi être des pièges pour lire ce qu'a à l'esprit quelqu'un comme Ben Salman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part quelqu'un comme Xi ou Poutine, qui semblent être des accords politiques solides et fiables, et on l'a vu sur la durée, c'est très compliqué de rentrer dans des accords stratégiques très détaillés avec des accords qui ont une colonne vertébrale extrêmement fiable. Quand la Russie commence à travailler avec l'Iran de Raisi sur des accords de défense et des accords de coopération, la Russie a face à elle un acteur qui est extrêmement fiable, qui connaissent bien et ils savent tout l'amour de Raisi pour son pays. Quand Raisi meurt dans des circonstances spéciales et qu'un nouveau président est élu, un président qu'on a pu constater comme étant extrêmement friable, extrêmement naïf, extrêmement proche des Occidentaux, alors que depuis on voit à quel point ils l'ont trahi, puisqu'en fait, qu'est-ce qui vient de se passer aux Nations Unies? Il vient d'y avoir la remise en place des sanctions les plus dures contre l'Iran qui ait jamais eu. Et le Conseil de sécurité a refusé la possibilité demandée par les Russes et les Chinois de reculer de 6 mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer en Iran? Il va y avoir une extraordinaire instabilité, puisque là, la monnaie iranienne va continuer sa dégringolade. Justement, pour la Chine, le pacte de défense entre le Pakistan et l'Arabie saoudite est cohérent avec son intérêt stratégique pour la stabilité du Golfe Persique, donc artère essentielle des flux énergétiques mondiaux et nœud central de l'initiative de la ceinture de la route. Le Pakistan et l'Arabie saoudite sont tous deux des partenaires clés du projet de connectivité justement économique de la Chine. Le Pakistan est d'ailleurs la cheville ouvrière du corridor économique Chine Pakistan et l'Arabie saoudite est un fournisseur d'énergie et un partenaire majeur en matière d'infrastructure. Alors, la question, c'est que bien que l'accord n'implique pas explicitement la Chine, ses implications à long terme pourraient-elles renforcer le cadre stratégique multipolaire que Pékin a toujours défendu et en tant qu'accord de sécurité interrégionale réduisant la dépendance
au dispositif de sécurité américain, l'accord pourrait-il servir indirectement les intérêts de la Chine, notamment s'il contribue à la stabilité régionale et décourage les comportements agressifs des acteurs extérieurs? Alors déjà, vous avez dit l'essentiel concernant la Chine. C'est-à-dire que la Chine n'est pas un pays qui est connu pour avoir des intentions belliqueuses en dehors de ses frontières. C'est-à-dire toute l'histoire de la Chine montre que c'est un pays qui a su se défendre. D'ailleurs, la muraille de Chine est là pour le montrer, mais qui n'est pas un pays qui a des velléités expansionnistes, que ce soit vers la Russie, que ça a été vis-à-vis du Japon ou autre. En revanche, ils veulent retrouver Taïwan parce qu'ils considèrent que ça fait partie intégrante de la Chine. Mais tout ce que la Chine fait, tout ce que la Chine essaye de faire, et c'est de plus en plus difficile, c'est de trouver ou d'aider aux conditions de la paix. Donc la Chine, qui a pris conscience de Gaza, essaye d'intervenir diplomatiquement. Ils comprennent que c'est pas possible, ils comprennent que c'est un nœud essentiel du problème, mais les Chinois comprennent aussi la force des médias, la pénétration, entre guillemets, de l'Occident dans la plupart des pays influents du monde. Donc on voit l'Arabie saoudite, on sait, et les Chinois savent pour le Pakistan, ils savent pour l'Inde, mais ils profitent de cette période où on peut dire les masques tombent, où on voit qu'en réalité, même si Donald Trump dit qu'il est le président de toutes les paix, eh bien, on voit à quel point, en fait, il est pris en main à la fois par les supporters de la politique très agressive d'Israël, mais également par les Européens dans leur conflit par proxy interposé contre la Russie. Donc, les Chinois lisent tout ça. Ils voient, d'un point de vue stratégique, tout ça. Ils voient ce qui est en train de se passer en Arménie. Ils voient ce qui est en train de se passer en Azerbaïdjan. Ils comprennent ce qui risque de se passer avec l'Iran, c'est-à-dire l'effondrement de l'Iran. Et ils savent également à quel point Ben Salman reste fragile. C'est-à-dire Ben Salman, il a beau avoir enfermé et avoir, entre guillemets, réduit au silence une très grande partie de la famille royale élargie au début de son mandat, hein, il avait enfermé plus de 4000 membres de la famille, ça reste un pays qui est, entre guillemets, sur un siège électable, puisque comme je disais tout à l'heure, il a suffi d'une visite de Blinken à l'époque de Biden pour que l'Arabie saoudite s'éloigne des BRICS alors qu'il voulait rejoindre les BRICS. Et donc ça, c'est un signal très fort, comme vous dites, puisque le Pakistan est très lié militairement à la Chine, et les deux en sont très satisfaits. Et donc le fait qu'il y ait cet accord, et c'était ce que vous exprimiez dans la première question, c'est jusqu'où il y aurait une interopérabilité militaire. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des armes dont dispose l'Arabie saoudite sont des armes américaines. Et on sait que les armes américaines sont pilotées depuis les États-Unis. Alors, pour la Russie, l'accord s'inscrira probablement dans le cadre d'efforts plus larges visant à promouvoir l'autonomie stratégique régionale. Alors, si Moscou entretient des relations bilatérales avec Riyad et Islamabad, principalement par le biais des ventes d'armes, ce que vous avez rappelé, de diplomatie énergétique et d'un engagement multilatéral via l'OSCE et les BRICS, son implication dans leurs relations de défense est indirecte et marginale. Alors, la question c'est, cet accord pourrait-il créer un espace diplomatique limité pour des consultations renforcées, en particulier si l'une des parties décide de diversifier son dialogue stratégique au-delà de ses partenaires traditionnels? Et puis, Moscou est-il plus susceptible de considérer l'accord comme un développement régional d'intérêt plutôt comme une plateforme d'implication directe? Alors, je crois que vous aviez beaucoup répondu à cette question dans la première partie. On ne connaît aucun détail de cet accord. Donc, on est dans un accord qui ressemble un peu au mode opératoire de quelqu'un comme Donald Trump. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est beaucoup de communication pour voir justement comment les acteurs réagissent. Évidemment, ça a sans doute déclenché plus que de la curiosité des Américains. Donc, ils ont dû poser beaucoup de questions à Islamabad et à Riyad, de la curiosité des Russes. Mais j'ai l'impression qu'en réalité, aujourd'hui, les Russes essayent
et on entendait très bien dans le discours de Lavrov aux Nations Unies, essaye par tous les moyens de continuer à croire en la voie de la diplomatie, mais il voit bien avec ce qui se passe avec les élections en Moldavie, il voit bien avec ce qui se passe sur le front ukrainien où Donald Trump a donné carte blanche pour utiliser des drones et des missiles en profondeur. On voit bien avec les false flags où des drones ont été réparés par les Ukrainiens et sont utilisés pour créer l'apparence de drones russes en, en Pologne, par exemple. Mais on a aussi l'Estonie qui a montré des photos de MiG-31 qui auraient survolé son territoire. Or, les photos qui sont montrées sont des photos de jeux à l'échelle 1/31e qu'on peut trouver sur Amazon. Donc, en fait, ces gens-là sont prêts à tout dans le domaine de la communication. Donc, que veulent vraiment dire l'Arabie Saoudite et le Pakistan, à part on en a marre d'être les pions des Américains dans nos régions respectives et vis-à-vis de nos peuples. Mais maintenant, ils sont dans une course de vitesse. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à la fois les Chinois et les Russes les prennent au sérieux et trouvent une manière de les aider avant qu'ils soient assassinés ou renversés. Parce qu'en réalité, toutes ces choses-là tiennent entre les mains de quelques personnages importants. On sait qu'en Arabie Saoudite, le personnage extrêmement important, c'est le ministre des Affaires étrangères, mais qui chapeaute aussi beaucoup la finance, qui était celui qui représentait aux Nations Unies l'Arabie Saoudite. C'est un personnage clé. Au Pakistan, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, on a le Premier ministre qui est visible, mais on sait que l'armée pakistanaise tient l'essentiel du pouvoir là-bas. Et c'est d'ailleurs eux qui changent les premiers ministres en fonction des besoins. Donc là, c'est véritablement une course de vitesse. De la même manière qu'en ce moment en Arménie, la diplomatie russe, la diplomatie iranienne essaye de d'expliciter à l'Arménie que bah, s'ils vont dans le sens de la paix imposée par Trump, c'est pas une paix qui va, ça va être une guerre 10 fois plus importante qui va être déclenchée. Parce qu'évidemment, l'Iran ne peut pas accepter d'être enfermé sur sa frontière nord par les États-Unis, puisqu'en l'occurrence, ce seraient les États-Unis qui contrôleraient ça. Et donc, en ce moment, on a ce faux espoir de paix à Gaza. Donc, alors que on voit les images de Gaza où Israël continue à détruire tous les immeubles, mais ils font pas que détruire les immeubles. C'est-à-dire que maintenant, avant de les détruire, ils les incendient. C'est-à-dire qu'ils veulent être sûrs que dans les décombres, on ne pourra retrouver aucune trace de ce qu'a été les archives, les albums photos, etc. Toutes ces choses-là que les Palestiniens essaient de retrouver. Donc on n'est pas du tout dans une phase de paix. Alors, dans la dynamique de refondation de l'architecture de gouvernance mondiale, dont ce que nous voyons n'est que justement le prélude d'un système unipolaire sous domination occidentale vers un autre système plus juste et multipolaire, l'Afrique contient donc continent vierge aux richesses minières et énergétiques incalculables, sera inévitablement au cœur des convoitises et des luttes d'influence des grandes puissances internationales. Donc, ma question, les pays africains seraient-ils amenés ou ont-ils intérêt à renforcer leur coopération militaire et sécuritaire avec leurs partenaires comme la Russie pour se prémunir contre toute agression étrangère? Et puis, l'exemple de l'accord entre l'Arabie saoudite et le Pakistan pourrait-il inspirer certains pays à penser à une défense mutuelle coordonnée avec l'appui de la Russie? Alors, déjà, il y a plusieurs Afriques. Il y a le Maghreb, et Mhm. donc on voit qu'il est très fragmenté entre le Maroc et l'Algérie, puisque de façon très caractéristique, la délégation marocaine est restée aux Nations Unies pour écouter le discours de Netanyahou, alors que la délégation algérienne, tunisienne ont quitté l'amphithéâtre. Mais par rapport aux accords avec la Russie, on voit que la Russie est très présente dans la zone dite francophone.
elle aurait pu être plus présente en Libye, et ça fait partie d'ailleurs d'un discours récent de Lavrov qui s'exprimait autour de la condamnation à 5 ans de prison ferme de Nicolas Sarkozy en expliquant le rôle clé qu'il avait eu dans la destruction et la transformation de la Libye en un trou noir et un lieu de tous les terrorismes, de toutes les malversations, de tous les trafics qui permettent le développement du terrorisme dans les zones où, justement, il y a beaucoup de ressources, d'uranium, d'or, des ressources minières très vastes, hein, nickel, cuivre, etc. Et la question est, qui est à la manœuvre derrière ces gens-là? Donc, on trouve des empreintes digitales d'Ukrainiens, puisqu'il y a des formateurs ukrainiens qui sont retrouvés parmi les terroristes, qui les forment à l'usage des drones, etc. On voit le Mali aujourd'hui souffre beaucoup, alors qu'en fait on pensait que les choses étaient terminées, mais non, les terroristes sont rééquipés, réorganisés, etc. On trouve l'empreinte du Mossad, le Mossad et l'armée israélienne qui sont également très présentes en Ukraine. J'ai appris il y a quelques jours que 2 systèmes patriotes israéliens ont été envoyés en Ukraine et sont maintenant opérationnels en Ukraine. Alors Mhm. évidemment, ils ont reçu des systèmes THAAD qui sont des systèmes plus modernes, mais ça prouve bien qu'ils ne sont pas très inquiets de l'Iran. Sinon, ils auraient enlevé aucun système de défense antiaérienne de leur territoire. Et donc, on voit ce rôle d'Israël qui est très acteur contre la Russie. Donc là, ils ont complètement fait tomber les masques. C'est pas du tout un pays neutre, Israël, vis-à-vis de la Russie. Et donc, l'Afrique aujourd'hui a véritablement besoin, effectivement, les nouveaux pays, enfin les nouveaux régimes mis en place pour leur peuple, Burkina Faso, Niger, Mali, mais également Sénégal, ils vont avoir besoin d'alliances ou en tout cas d'un rééquilibrage de leurs relations avec la Russie et la Chine, plus que uniquement avec les Américains. Mais là, on a le syndrome Kadhafi, c'est-à-dire que le franc CFA et le dollar ont besoin de l'Afrique par rapport à ce que va devenir, comme vous l'avez exprimé dans la question, l'Afrique avec ses richesses, à la fois en la jeunesse de l'Afrique, hein, c'est la seule région du monde à avoir une nativité qui est toujours forte. D'ailleurs, c'est la région qui a évité largement la vaccination massive Ouais, ouais. que tout le reste du monde a accepté, entre guillemets, en dansant. Donc, quelque part, l'Afrique est peut-être l'avenir de l'humanité. Mhm. Et donc, ça va être un lieu de bataille très fort. Et je pense que les Russes ne sous-estiment pas, mais ils voient ce qui est en train de se passer en termes de terrorisme. C'est-à-dire que ça va être très, très difficile d'empêcher les forces occidentales et Israël et l'Ukraine, donc qui sont deux régimes, entre guillemets, aujourd'hui, qui sont utilisés pour déstabiliser en fait toutes les régions du monde dans l'intérêt de cette espèce de chaos mondial permanent. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Bertrand Scholler, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. Au revoir et à très bientôt. À bientôt, Kamal.